Et puis la grosse actualité du mouvement, c'est quand même l'arrestation quand même de Léon. Voilà. Comment l'arrestation de Léon qui défrait la cause. Oui. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Je ne suis pas la police républicaine. La police républicaine a un porte-parole. Est-ce parce qu'il critique très souvent la gouvernance? Vous ne critiquez pas parfois la gouvernance? Oui, non. Moi, je dis vos colonnes. Vous critiquez parfois, non? Est-ce que quelqu'un est déjà allé vous chercher? Alors, comment vous avez accueilli la nouvelle en tant que citoyen? C'est quand même un ancien directeur général. Oui, et alors? Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a fait à vous, citoyen? Vous, citoyen? Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous étiez étonné? Bon, j'étais étonné comme vous. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? On est en démocratie, non? Chacun est libre de dire ce qu'il veut, d'écrire ce qu'il veut. Et après, il faut qu'il assume. C'est une question de responsabilité. Et c'est comme ça que Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne suis pas la police républicaine. Demandez à la police pourquoi il a été interpellé. Elle vous dira. On lui reproche des citations. Demandez à la police ou demandez au procureur spécial. Vous n'étiez pas au tribunal hier. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. Maintenant, vous savez pourquoi il a été interpellé. Si vous avez rendu compte, je n'ai pas encore lu vos journaux ce matin, mais si vous avez rendu compte, vous savez donc pourquoi il a été interpellé. Et vous voulez que je vous dise le contraire de ce que vous savez. On va parler un peu de... Grand frère, c'est bon? Vous avez une autre préoccupation sur ça? Non, je vais articuler un peu la question. Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire affirme avoir adressé une demande d'information au gouvernement périnois, une demande d'information à laquelle le gouvernement n'a pas daigné répondre jusqu'à la date du 24 mars 2024. Okay. Est-ce que vous confirmez là? Le groupe de travail a rendu un communiqué, une décision. D'abord, on veut savoir. Est-ce que le groupe a rendu une décision? Oui. C'est ça l'actualité aujourd'hui. Ah oui. Et nous avons pris acte de la décision. C'est le plus important. C'est tout. Le reste n'a pas d'importance. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas répondu alors que ça n'a pas empêché le groupe de travail de rendre sa décision. Oui, ils ont écrit que le gouvernement n'a pas répondu à leur sollicitation, non? N'est-ce pas? Oui. Mais ils ont rendu une décision. Et nous prenons acte de la décision. Est-ce que le procès sera libéré? Est-ce qu'ils ont demandé ça libéré? Nous avons pris acte de la décision. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui sont en prison seront libérés un jour. Sauf ceux qui sont condamnés à perpétuité. Et même tous ceux qui sont... Le groupe de travail demande la libération immédiate. Tous ceux qui sont en prison. Tous ceux qui sont en prison, qui ne sont pas condamnés à une peine à perpétuité, sont éligibles à un moment ou à un autre à leur sortie, non? Même ceux qui sont condamnés à perpétuité, s'ils bénéficient d'une mesure de grâce, de remise de peine, ils peuvent sortir. Donc, retenez que tous ceux qui sont en prison, un jour ou l'autre, ils peuvent en sortir. Et c'est ce que nous leur souhaitons. Donc, l'immédiateté du groupe de travail de l'ONU, c'est à partir de côté là. Je crois que je vous ai répondu. Oui, mais je vous ai dit que tous ceux qui sont en prison, ils ont vocation à en sortir un jour ou l'autre, et c'est ce que nous leur souhaitons. Monsieur le porte-parole des partis politiques sur le règlement de l'opposition ont récemment créé un cas de concertation. Parce qu'ils estiment qu'il faut se mettre ensemble pour mieux contrer le régime pakistanais. Comment vous avez accueilli la naissance de ce cas? C'est une bonne chose pour la démocratie et nous les encourageons. Est-ce qu'ils ont la possibilité, désormais à partir de ce cadre, de se manifester, puisqu'il y a un des éléments de la mouvance qui estime qu'ils ne sont pas réguliers, qui n'ont pas été enregistrés et tout ça? Ici, ils sont des partis régulièrement enregistrés et qui décident de se concerter, de se mettre ensemble. Tant mieux. La démocratie fonctionne. Et nous les encourageons.
tant qu'ils respectent les lois de la République, nous les encourageons. Le code électoral sera notre combat. C'est l'un de leurs créneaux à l'occasion de la création du syndicat. Il y a beaucoup d'autres personnalités et associations qui interpellent aussi le gouvernement par rapport à la controverse que suscite le code électoral. Mais on a l'impression qu'il y a une sourde oreille du côté du pouvoir. C'est un peu comme si la position n'a pas varié, ne variera pas. Chacun se fixe cette image. Si le code électoral est leur combat, c'est leur droit. Nous, notre combat, c'est le développement du Bénin, c'est l'amélioration des conditions de vie, d'existence des Béninoises et des Béninois d'aujourd'hui et de demain, autant que nous le pouvons, autant que nos moyens nous permettent d'y faire face. Donc après que des partis politiques choisissent de faire du code électoral leur combat, parce qu'ils ont envie qu'on change ceci ou cela dans le code, personne ne peut leur dénier le droit de le désirer et de le vouloir. Le code, c'est une loi. Les lois sont faites pour être appliquées, pour être actualisées, pour être améliorées éventuellement. Après, il faut juste que les conditions soient remplies. Donc, le code électoral, c'est une loi. Un jour ou l'autre, il pourra être révisé. C'est la moindre des choses. Penser le contraire serait naïf. Un jour ou l'autre, le code, il peut être révisé. Dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, un jour ou l'autre, il pourra être révisé. Et donc, tous ceux qui se battent pour que le code il soit révisé, ils ont raison de vouloir qu'il soit révisé un jour. Parce que les pratiques peuvent évoluer. Est-ce que c'est évident avant les prochaines élections? Je vous ai dit qu'un jour ou l'autre, ce code, comme n'importe quelle autre loi, peut être révisé. Il y a des craintes que la non-révision de cette code avant les prochaines échéances électorales, il y a donc des craintes que cela aboutisse à des violences électorales. En tout cas, si le groupe de travail, enfin le cadre de concertation de l'opposition a attiré l'attention là-dessus. Pourquoi il y aurait des violences? Le code empêche qui d'aller aux élections? Parce qu'ils estiment que c'est un code qui a tendance à exclure notamment l'opposition. Est-ce que vous n'avez pas une crainte que cela débouche sur ce type de violence? Un peu comme le clergé catholique, à la dernière réunion, on est revenu sur cette crainte-là aussi. Est-ce que le code empêche quelqu'un d'aller aux élections? Le code, tel que nous l'avons vu, tel que nous l'avons lu, n'empêche personne d'aller aux élections. Personne. Tous ceux qui veulent aller aux élections et qui remplissent les conditions, ils peuvent aller aux élections. Le code n'empêche personne. Quelle est la disposition dans ce code qui empêche un parti, parce qu'il est de l'opposition, d'aller aux élections? Donnez-moi une seule disposition. Les partis de l'opposition estiment que ce code aboutira à un parlement. Bon, donc ils sont dans le préjugé. Est-ce qu'on est d'accord que ça c'est un préjugé? Parce qu'ils ne disent pas, ce code ne nous permet pas d'aller aux élections. Eux, ils anticipent sur leurs résultats et ils vous disent que, ah non, on n'est pas sûr d'avoir ce résultat. Bon, il me semble qu'il y a au moins un parti d'opposition qui a toujours dit qu'il est le plus grand parti du Bénin, le parti de tout le peuple béninois. Si on est un tel parti, on n'a pas peur d'aller aux élections, on n'a pas peur, on ne craint pas de ne pas avoir 20% au moins dans chaque circonscription électorale, législative. Non. Donc, factuellement, le code n'empêche aucun parti d'aller aux élections. Maintenant que des partis aient des craintes quant à leur performance, c'est un autre débat. Mais on a observé, s'il vous plaît, il est utile peut-être de le rappeler. Quand ce code a été voté, les 20% qu'il exige désormais par circonscription électorale législative pour enlever des sièges de députés, aucun des 3 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui ne les a eus lors des élections passées. Donc, ni l'UPR n'a eu 20% partout, ni le BR, encore moins LD. Et le code dit, pour les prochaines élections, vous êtes tous tenus d'avoir au moins 20%. La balle, elle est ronde pour tout le monde. Oui, non?
On a joué hier, on a fait 1-1 face au Nigeria. Il y a des gens qui avaient pensé que bon, le Nigeria va nous rosser. On les a battus une fois récemment, c'était historique. Après, ils nous ont planté 3 buts. Et hier, j'en connais beaucoup qui se disaient je ne vais pas suivre le match parce que les Nigériens ils vont nous battre. Mais on a fait 1-1. N'est-ce pas? On peut aller aux élections demain et ça va être pareil. Pourquoi avoir peur? Si les guépards avaient eu peur d'aller jouer hier en se disant bon, c'est le Nigeria, il vaut mieux signer forfait et déjà va avoir victoire sur tapis vert 3-0. On n'aurait pas eu un point. Mais on a eu un point hier qui fait que nous pouvons encore regarder l'avenir et se dire il y a de fortes chances que nous soyons à la prochaine CAN 2025. Donc il ne faut pas avoir peur du combat. On est des fighters. Il ne faut pas avoir peur du combat. Parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Si on ne rappelle pas ça souvent, chers amis, si on ne rappelle pas ça souvent, on passerait à côté de notre devoir d'information du public, de l'opinion, pour dire que le code en l'état n'empêche aucun parti désireux de participer aux élections d'y aller. Le code demande des performances et il nous appartient de travailler sur le terrain à avoir les militants et les suffrages qu'il faut pour remplir les conditions afin de participer à la répartition des sièges. Donc je ne vois pas en quoi, sauf si on est pyromane, sauf si on a envie de faire des grabuges dans le pays, on ne peut pas dire que ce code nous empêche d'aller aux élections ou que ce code serait porteur de violence. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Seulement qu'au sein de la majorité présidentielle, l'UPR et le PR ont encore en perspective, ils ont encore de la chance d'avoir les 20% dans toutes les circonstances. Non, ils n'avaient pas eu ça la dernière fois. Oui, en faisant un accord de coalition parlementaire. Oui, ce qui n'est pas interdit aux partis d'opposition. Mais vous-même, vous voyez que FCBE et LD, c'est pas possible. Déjà, c'est pas les seuls. Rien n'est impossible en politique. Et LD demain peut être de la mouvance. Ah oui. Mais le terrain politique, c'est le terrain du possible par excellence. On est aujourd'hui. Vous dites, pour vous, il serait impossible que LD et FCBE s'entendent. Rien ne vous dit que, à part ce que vous voyez, rien ne vous dit que ces partis ne vont pas se parler, ne vont pas trouver un accord demain. Il y a d'autres partis d'opposition qui sont signataires du cadre de concertation dont vous parlez, non? Pourquoi ils ne se mettraient pas ensemble pour faire cet accord de coalition parlementaire et espérer avoir, ou bien, M. Alotchemin, vous pensez que ces partis d'opposition n'ont pas la capacité d'avoir 20% partout sur le territoire national? Si c'est ça le vrai débat, allons-y alors. Pour qu'ils craignent notamment qu'on leur vole des parrains. Qu'on leur vole des parrains. Oui. Vous voyez, c'est là où ils ont tort. Et vous me donnez raison quand il dit que le code électoral n'empêche personne des élections. Le code a sécurisé plutôt les élus. Puisque vous ne pouvez pas quitter votre parti et aller vers un parti d'une autre obédience et dire que vous voulez parrainer quelqu'un. LD a aujourd'hui le nombre de députés qu'il lui faut pour porter seul un candidat à la présidentielle. Ils ont le nombre de députés qu'il faut. Et le code dit qu'on ne peut pas, un député LD ne peut pas quitter et aller demain devenir UPR ou BR et dire qu'il veut parrainer un candidat de l'autre temps. Ils craignent notamment qu'on fasse voyager un des leurs. Pourquoi? Et ils sont pas maintenant à Accra, qu'on le loge pendant 2 semaines. Comme pas le passé. Et pas le passé, ça s'est passé sous quelle gouvernance? Non, pas maintenant. Ah, sous quelle gouvernance? Oui, vous savez. Non, sous quelle gouvernance? Aidez-moi à rappeler à nos concitoyens sous quelle présidence ça s'est passé comme ça? Oui, ça s'est passé sous des... En tout cas, avant 2016. Oui. Avant 2016. Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas des majeurs? Les problèmes internes à un parti ne sont pas nos problèmes. On a suffisamment à faire, à s'occuper du pays pour devoir gérer la cuisine interne des partis. Demandez à tous les partis, quels qu'ils soient, de travailler à ce que la démocratie interne prévale. Parce que le risque pour les LD, il existe pour UPR, il existe pour BR. Si le directoire de BR ou de UPR
ne se comporte pas de façon démocratique, prend des décisions dans lesquelles ne se retrouvent pas les militants ou les élus, le même risque existe. Mais personne ne ferait voyager le député ou le maire d'un parti, sauf si vous avez de l'argent à gaspiller, pour lui dire ne sois pas là au moment où il faut. Non, si vous n'êtes pas là, vous donnez procuration. Et aujourd'hui, on a tellement développé l'Internet chez nous, le haut débit est présent. Vous pouvez envoyer votre document, quel que soit le volume, à tout moment ils vont prendre. Donc, il n'y a pas de risque là. Après, problème de gouvernance interne des partis, je ne vais pas m'en mêler. Chacun doit travailler à ce que son parti tienne, devienne grand, s'impose sur la scène, c'est ce que nous voulons. Maintenant, si malgré tout ce que nous avons fait, malgré toutes ces assurances, vous me dites que LD a peur, n'est pas sûr d'avoir 20% partout, c'est un autre débat. Mais personne n'empêche LD et associé d'aller aux élections. La majorité ne veut pas aller dans ce sens. Dans quel sens? Dans quel sens? Voyager un parrain pour hypothéquer. Ça ne servirait à rien du tout. Ça ne servirait à rien. Mais vous faites voyager la personne vous donnez procuration, non? À supposer que la personne, quand ils sont en voyage, ils ne donnent pas procuration. Donc, c'est inopérant. Vous allez gaspiller votre argent. Monsieur Agoyon, l'Internet se développe chez nous. Regardez les efforts que le gouvernement fait, le ministère du numérique et de la digitalisation, pour que l'Internet haut débit soit présent. Même à l'intérieur, on a porté la fibre optique dans de nombreuses communes de notre pays. Donc vous pouvez vous cacher dans un trou. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller sur la cible d'un arbre pour avoir la connexion. Vous pouvez vous cacher dans un trou, vous avez la connexion. Vous dites par exemple au parti, bon, mon ami Olivier ou mon ami Gérard, qui appartient à tel parti concurrent, il m'a démarché, il m'a offert une mission pour que je m'éloigne de Cotonou, de Porto Novo, mais comme je suis plus malin que qui a la connexion, voici mon dossier, voici ma procuration, je vous envoie. Donc vous donnez perdu votre argent, M. Agoyon. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Oui. Souvent, nos auditeurs pensent que la référence sur le ramassage des ordures, puisque ça va de sont prélevés sur les factures SDE. Qu'est-ce que vous leur répondez? Déjà, je vais les rassurer formellement de ce que les redevances pour ramassage d'ordures ne sont pas imputées sur les factures d'eau et d'électricité. Ce sont des prestations différentes. Et le président de la République a dit, pas question de les annexer aux factures d'eau et d'électricité. Mais j'espère que vos auditeurs ils sont heureux au moins de constater que, en fixant les redevances, nous avons tenu compte de la situation qui existait depuis 10 ans, 20 ans en arrière. Ce que nous payons aux ONG classiquement, c'est ça qui est reconduit. Sauf dans des cas spécifiques où vous êtes une entreprise, où vous avez de grands bâtiments et vous pouvez passer des contrats avec la société qui s'occupe du ramassage. Mais dans nos maisons classiques, 3 000 francs le mois, lorsque c'est 2 passages par semaine, 5 000 francs lorsque c'est 3 passages par semaine. On a veillé à ce que le niveau de la redevance soit compatible avec le pouvoir d'achat des populations, comme ce que nous payons aux ONG lorsque la société de gestion n'existait pas. Ça fait 4 ans qu'on fait gratuité, non? Et on avait dit 1 an. Et normalement, vous devez m'aider à répondre. Ne me posez pas la question. Vous avez dit, chers auditeurs, vous avez dû oublier quelque chose. Ce gouvernement-là, même si vous ne l'aimez pas, même si on le critique, de toute façon, on veut qu'il fasse toujours mieux, puisqu'il fait beaucoup de choses bien. Vous avez dit, bon, ils avaient dit 1 an de gratuité, et ça fait 4 ans que ça dure. Vous ne voyez pas vous-même que, quand même, vous ne pouvez pas être surpris. Vous ne pouvez pas être surpris. Peut-être. Oui. À partir de lundi prochain, il y a une répression qui va sur le respect des codes de la route. Je ne suis pas informé. Allez à la police. Oui, mais allez voir le porte-parole de la police, demandez-lui ce que vous voulez savoir à propos. Moi aussi, je suis usager de la route, donc si je déconne, ils vont m'arrêter. On l'a arrêté. C'est 2 fois. La deuxième fois, c'est. On était avec Serge René à Wego. Et on a payé 10 000. Ah oui? Bien sûr. Ah, vous ne payez pas, vous? Ah, moi, je négocie. Dites-moi, où est-ce qu'ils vous ont arrêté? Donnez-moi la date. Donnez la date et le lieu où vous avez négocié. Ah, moi, je négocie. Moi, ils m'ont pris une première fois sur le boulevard. Et honnêtement, c'est ce jour-là que j'ai vu que c'était 50 à l'heure. J'étais à 60.
Un samedi matin, et ils ont pris les renseignements. Le lundi, j'ai envoyé. C'était au début, il ne faisait pas payer déjà par Momo. Donc le lundi, j'ai envoyé quelqu'un au trésor. La deuxième fois, ils nous ont pris à Wego et on a payé sur place là, la transaction. Alors, monsieur le GA, aujourd'hui, c'est qui le chef de file de l'opposition? Il n'y a pas un acte de... Allez leur demander. Comment il n'y a pas un acte? Allez leur demander. Il y a bien un acte. On n'a pas de chef de file de l'opposition. Oui, il y a... Ils disent qu'ils n'ont pas On n'a pas nommé chef de file de l'opposition. Allez leur demander. Est-ce que c'est une connaissance? Vous avez connaissance du décret? Mais ils disent quoi? Ils disent qu'ils n'ont pas connaissance. Ils n'ont jamais vu. Oui, ils n'ont jamais vu. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Sérieusement, hein? Oui. Parce que il y a une confusion entre c'est Yahi ou bien c'est. Ça, c'est leur cuisine interne. Non, Non, si c'est toujours Oumpe ou qui. On a nommé un chef de file d'opposition. c'était pas une vraie. Hein? Oui. Non, après Oumpe. Ah oui, on n'a pas connaissance. Il est mon été, non? Hein? C'est lui le chef de file de l'opposition, non? Il n'y a pas un acte. Il n'y a pas un acte. Comment il n'y a pas un acte, vous dites qu'il est le chef de file de l'opposition? Mais c'est ça, c'est là Non, mais soyons conséquents. C'est parce qu'il y a un acte. C'est parce qu'il y a un acte. C'est parce qu'il y a un acte qu'il est chef de file de l'opposition. Il y a eu un acte pour Oumpe aussi, non? Il n'y a pas un acte pour Eric Moussoumété. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas un acte? Du moins, on n'a pas connaissance. Ah, mais oui, c'est pas parce que vous n'avez pas eu connaissance de ça qu'il n'y a pas un acte. Il faut aussi qu'il y ait des choses qui vous échappent à vous des médias, qui placez vos caméras partout, vos micros partout. Quand même. Il faut qu'il y ait des choses qui vous échappent parfois. Confirmez-nous, ici, présent, il y a un acte. Oui, vous êtes Moi, ma connaissance, il y a bien eu un acte. Ok. Et ça date maintenant. Donc, ce n'est pas un débat pour nous. Monsieur le porte-parole, Oui. lors justement du cas de concertation d'opposition, les forces politiques qui m'ont adressé, bien sûr, et bientôt une correspondante du chef de l'État, en vue de la rentrée, du fait des propositions justement concernant le du fichier des droits. Est-ce que comment déjà au niveau ça se prépare justement cette rentrée? L'autre question, c'est que le week-end dernier, il y a le mouvement OM6 qui devait avoir un groupe d'étudiants à l'UAC. Très tôt le matin, il y a la police qui a envahi les lieux avec plusieurs je dirais au moins 50 ou 1500 policiers. Vous étiez là-bas? Oui, je suis là. Est-ce que justement tout s'est fait rassembler? Parce qu'il n'y a pas pu tenir un front, tout s'est fait rassembler ne renforce pas quand même l'opinion de ceux qui pensent que justement la liberté de se rassembler, la liberté d'expression, on prend un peu. Vous avez dit un mouvement. Ils ont un numéro dans les yeux. Ouais. Je ne sais pas, mais c'est pas la première fois d'avoir été en compte. On a plusieurs fois qui sont déroulées. Attendez. Si vous prenez la responsabilité d'organiser une manifestation dans cette rue, parce qu'il y a des problèmes, c'est l'organisateur qu'on prend, c'est lui qui répond. Si il est donné, vous avez dit un mouvement, est-ce que le mouvement existe? Il a une forme juridique. Qui sont ses responsables? S'il y a pépin, qui est-ce qui en répond? Notre rôle aussi, c'est d'assurer la sécurité et la quiétude de tout le monde, quelles que soient les obédiences. Donc, dites-moi, s'il y a un tel mouvement qui existe, connu dans les livres du ministère de l'Intérieur, et qui a fait les démarches qu'il faut pour avoir une activité et que quelqu'un a refusé, alors que les démarches étaient claires, je ne crois pas. Oui. Le mouvement dont on parle a organisé plusieurs rencontres. D'accord. C'est pas parce que vous avez toujours fait et mal fait qu'il faut persévérer. Pourquoi? Donc, cherchez à savoir, est-ce que, si vous connaissez les responsables du mouvement, demandez-leur, est-ce que votre mouvement existe normalement? Est-ce que vous avez fait les démarches qu'il faut pour être là? S'ils vous disent non, vous pouvez même ne pas répondre, vous dites bon, s'il faisait telle activité et qu'il y a des problèmes, qui est-ce qu'on prend? Parce que quand vous organisez une activité publique où il y a foule, vous n'êtes pas maître de tout ce qui peut se passer. Vous ne contrôlez même pas tous ceux qui sont là. Donc, qui répond? Maintenant, vous dites, les
le cas de concertation de l'opposition, ils ont dit qu'ils vont saisir le chef d'État pour faire les propositions. Est-ce que vous l'avez dit le jour là que ça fait quand même un an que le président les attend, hein? Ça fait un an quand même. Hein? Ou bien, vous l'avez rappelé là? Non, c'est pas vrai. Vous voulez dire quoi? Au début, c'était prévu que ce soit les seuls qui fassent. Ils ont expliqué le jour là. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais est-ce que vous l'avez dit que ça fait un an? C'était en novembre 2023. Hein? On est en novembre là. Que le président leur a dit, allez et chercher vos experts. Quand ils vont faire, je vous rassure, le président il est de très bonne foi. Le gouvernement est de bonne foi. On leur a dit d'aller chercher. Donc s'ils font les démarches là, vous allez voir que le gouvernement va accueillir ça favorablement. S'il y a des moyens, on va mettre à leur disposition. Ils n'ont qu'à trouver les experts, comme on a dit. Le gouvernement ne va pas se mêler de chercher les experts. On va juste s'assurer que les gens qu'ils ont trouvés là, ils ont des CV qui montrent que ce sont vraiment des experts, ils ont des états de service. Et à partir de ce moment-là, carte blanche. Vous voulez dire que depuis un an, que le président de la République lui a demandé de constituer un groupe d'experts, qu'il n'y a eu aucun acte par lequel ils vous ont saisi. À part peut-être le courrier dont il parle votre confrère. Et s'il y a eu un courrier, ça doit être dans les jours récents, là, ou bien. Et donc si c'est tout récent, vous aurez la réponse du gouvernement incessamment. Parce que c'est sûr que ce serait arrivé sur la table du président. Et dans les jours prochains, vous allez voir. Je crois que nous avons exploré l'ensemble. Il a une question. Non, laissez-le finir et puis on passe au doyen. Le gouvernement a fait l'option des nominations des autorités universitaires dont les mandats étaient échus. Et depuis, la communauté universitaire attend des nouvelles autorités. Elles viendront. Elles viendront, les nouvelles autorités. Si les gens font le mandat et qu'on n'a pas de successeurs, ça veut dire qu'ils sont habilités à continuer parce qu'il faut bien s'occuper de la gestion. Ça va se faire. Oui, avec la permission des confrères retardataires que je suis venu pour un seul point et je voudrais en français facile, français terre à terre, que le porte-parole puisse me dire si aucun parti, après les élections, n'arrive pas à avoir les 20%, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est l'actualité et c'est sur ça que tout le monde parle actuellement. Donc, pour me permettre d'avoir des arguments, de me défendre ou de faire des débats, je voudrais que le porte-parole puisse me dire, français terre à terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est une hypothèse d'école. C'est une hypothèse d'école. Si votre hypothèse se réalise, on va en parler. Moi, je sais que la probabilité pour qu'elle se réalise est éloignée de 1. Elle est plus proche de 0 que de 1. La probabilité pour qu'aucun parti, malgré la possibilité, comme disait M. Alexandre tout à l'heure, d'accord de coalition parlementaire, la probabilité dans ce contexte-là, aucun parti n'ait 20% partout, seul ou en accord de coalition parlementaire, la probabilité, elle est trop faible. Donc, elle est plus proche de 0 que de 1. C'était l'hypothèse d'école. On verra. C'est pas dans longtemps. Hein. Janvier, février 2026 maintenant. On va voir clair dedans. Soyez rassurés. Moi, j'entends ceux qui disent qu'il va y avoir vacances du pouvoir. Et comme ça, Talon va rester. Il n'y aura pas de vacances de pouvoir. Et puis vous êtes un ancien. Donc dites-leur, même quand il dit ça, dites-leur que la Cour constitutionnelle au Bénin, elle est juge du fonctionnement et de la régulation des institutions. À supposer qu'il y ait ça, mais vraiment, hypothèse extrême. La Cour va intervenir, il faut dire ce qu'il faut faire. Il n'y aura pas de vacances. Là, je réfléchis, je fais de l'analyse politique, comme vous. Il n'y aura pas de vacances. S'il faut que ceux qui sont là continuent d'abord, mais il n'y aura pas de vacances. Il n'y aura pas de vacances, je vous dis. Et les partis, que ce soit LB, que ce soit UPR ou BR, moi je sais qu'ils auront les moyens pour ça passer. Ils savent qu'il faut aller labourer le terrain. Et je vois au moins les partis qui soutiennent le pouvoir le faire aujourd'hui. Je les vois. Je vois moins les autres. Peut-être qu'ils le font en catimini. Je les vois moins. Mais à l'arrivée,
quand le travail, les résultats auront été proportionnels au travail, il ne faut pas que ceux qui auront fait comme la cigale commencent à chercher les boucs émissaires. Alors, étant proche du chef de l'État, comment vous avez accueilli le degré d'engagement des partis de la mouvance par rapport à la grande actualité de tentatives de coup d'État? On a vu des partis actifs sur le terrain, d'autres sont juste arrêtés à des communiqués de condamnation. Je m'étais déjà prononcé sur ce sujet et on laisse la responsabilité aux partis de faire ce qu'ils ont voulu faire. Le gouvernement n'a pas initié d'action, le gouvernement n'a pas commandé d'action, donc vous pouvez demander aux partis eux-mêmes pourquoi. Moi je crois que ce qui nous importe le plus, c'est que notre pays soit stable, continue ses progrès et croyez-le, même si nous sommes nous-mêmes parfois sadomasochistes en déniant nos propres efforts, nos propres réalisations, les témoignages de partout nous enseignent que le peuple béninois dans son ensemble fait des efforts majeurs qui produisent des résultats de plus en plus éloquents qui sont appréciés de partout. Et je comprends que ceux qui sont à l'œuvre au quotidien eux-mêmes n'aient pas toujours le recul pour apprécier ce qu'ils font, mais les témoignages sont là, éloquents que nous faisons du chemin. Et ça, c'est l'œuvre de tous les Béninois.